Le grand entretien de ce Smart Impact, c'est la rubrique Prêt pour l'impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Thomas de Richebourg. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de Richebourg Environnement. On va commencer par le groupe. Oui. Le groupe qui fait 3,6 milliards de chiffre d'affaires en 2024. Près de 5600, 5559, c'était très précis, collaborateurs au niveau mondial, présence géographique dans 13 pays. Avec cette particularité, c'est un groupe familial, un esprit de famille qui est au cœur de l'ADN du groupe. Est-ce que c'est encore possible avec près de 6000 salariés dans autant de pays différents ? Oui, alors c'est encore possible. Alors juste pour refaire la genèse quand même du groupe, le groupe il a été amorcé par mon grand-père dans les années 50. Mon grand-père était ce qu'on appelait un petit ferraillou, un chiffonnier. Donc il avait sa première petite estafette, il faisait du débarras de cave, il était autodidacte. Et puis après il y a eu mon père certificat d'études en poche, qui est l'équivalent du BEPC en troisième. Il a travaillé avec son père, donc mon grand-père, faire du débarras de cave. Et puis c'est mon père surtout. Mon grand-père, il a amorcé le groupe et mon père l'a considérablement développé parce qu'à l'époque, personne ne s'occupait des déchets, personne ne voulait en entendre parler. Tout ça est venu à peu près avec les COP, la COP 21, COP 22, où là, on s'est dit, il y a un sujet avec l'environnement et il y a un sujet sur les déchets. Donc tout a été finalement très vite, puisqu'on en a la troisième génération avec mon frère. On travaille tous les deux dans le groupe et effectivement, on est spécialisé dans tout ce qui est la collecte et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Et on a une grande partie aussi sur les D3E. Dans le groupe, les D3E, ce sont les déchets électriques et électroniques. Ce sont tous les ballons d'eau chaude, les réfrigérateurs, les machines à laver qu'on traite dans le groupe. Et une partie aussi, service aux collectivités. C'est tout le ramassage de la collecte d'ordures ménagères et la propreté urbaine. Et donc cet esprit de famille, là, c'est possible de l'insuffler à 6000 collaborateurs ? Il est là parce qu'on est aussi très opérationnel. On est avec tout le monde au quotidien. Nous, on n'est pas à l'autre bout du monde sur une plage en train de se la adorer. On est là au quotidien et on anime toutes ces équipes. Alors, c'est vrai qu'on est dans un top management très écrasé, que ce soit avec mon père, mon frère et moi. Tout le monde nous connaît. Ou en tout cas, chaque collaborateur, à un moment donné, a croisé un de Richebourg, que ce soit mon frère ou moi. Mais vraiment, et puis j'aime aussi beaucoup ça parce qu'on a un groupe très opérationnel, on a un groupe de main-d'œuvre. Et vous savez, pour que tout ça fonctionne, faut être proche de ses équipes. Faut être... ce qu'on appelle, nous, c'est la pyramide à l'envers. C'est le bas vers le haut. Il y a beaucoup de monde en bas, et plus on remonte, moins il y a de monde. Mais tout le cœur du métier, ce sont nos collaborateurs, plus de 46 nationalités. Il faut le dire aussi. On est dans des métiers de main-d'œuvre et de service, donc on a une population... International, exactement. Et est-ce que c'était obligé de devenir l'un des patrons du groupe de Richebourg quand on s'appelle Thomas de Richebourg ? Non. Ou est-ce que vous aviez un autre destin en tête ? Alors au début, moi j'avais fait autre chose. J'avais commencé par faire du théâtre. Donc je me suis inscrit au cours Florent quand je suis sorti de mon cursus scolaire. Parce que j'avais pas envie de travailler tout de suite avec mon grand-père et mon père, parce que je les voyais tous les deux là au bout du chemin. Et je me suis dit, si je rentre maintenant à 18 ans, ça va être très compliqué pour moi. J'ai pas d'expérience, je suis tout jeune et j'avais peur de me faire broyer et j'avais peur surtout de me fâcher avec ma famille. Et je voulais pas me fâcher avec ma famille. Donc j'ai pris un autre chemin. Et puis à un moment donné, c'était certainement en moi et j'ai décidé uniquement moi-même. Il n'y a pas eu de pression. Et on m'a rien dit, on m'a pas obligé. Et j'avais ça finalement en moi, mais j'étais pas prêt. J'avais besoin de me construire, de me connaître et de faire des choses par moi-même. Et donc, je suis entré dans le groupe, maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Moi, j'ai 48 ans. Donc, à 28, 30 ans, c'est là où je suis rentré dans le groupe. Dit, c'est bon, c'est le bon moment. Exactement. Okay. Et donc, vous êtes aujourd'hui le président de Richebourg Environnement qui pèse 1 milliard 240 millions d'euros en 2024. C'est un secteur qui est en croissance. Comment vous vous situez en tendance ? C'est un secteur qui est en croissance. D'abord, nous, on est le leader français. On est un acteur important aussi en Europe. On fait 5 millions de tonnes qu'on recycle chaque année. Donc, ce qui est l'équivalent à peu près, quand on fait une tonne, une voiture de 5 millions de voitures. C'est pas ce qu'on recycle. Chaque année, nous, on recycle à peu près 500 000 véhicules. Donc ce qu'on appelle des véhicules hors d'usage, avec des taux de traitement et de valorisation qui sont à plus de 96%. Donc ça, c'est toute la partie secteur automobile. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, toute cette partie aussi des D3E, là. Les frigos, les congélateurs, les ballons d'eau chaude, où on recycle chaque année 4,5 millions de machines à laver. C'est énorme. On en est dans des chiffres vertigineux, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans un mode de consommation.
où dès l'instant où on va dans les grandes enseignes, on va voir ce qui se fait, et puis tout ça évolue, tout ça plaît, les nouveaux frigos, tout est connecté, on a tous envie de consommer. Il y a une logique de mine urbaine, on emploie surtout souvent cette expression, vous êtes finalement au cœur de cette économie-là. Exactement. Puisque nous, on intervient sur tous ces sujets, que ce soit dans la collecte d'ordures ménagères, dans la gestion après de tout ce gros électroménager. Donc nous, on est au cœur de tout ça. Et on voit la tendance, elle évolue, mais elle change aussi parce que la population a pris conscience quand même qu'il fallait mieux trier, mieux valoriser les déchets. On fait plus attention chez soi, on trie mieux quand même. On le remarque puisque nous, on fait quand même plus d'1 million de tonnes chaque année d'ordures ménagères. Et on voit quand même entre la poubelle jaune, la poubelle verte, tout ça est quand même mieux trié. Et dans les pays en voie de développement, il y a un marché aussi ou alors c'est encore trop embryonnaire? Alors il y a un marché, ça c'est sûr. Alors, nous, on est dans 13 pays, essentiellement en Europe. Il y a des marchés émergents qui sont là. Après, ils ne sont pas du tout structurés de la même manière. Il faut dire que la France... on est quand même très fort, vraiment, en termes de recyclage, et par rapport à tout le monde entier, et même dans d'autres pays où nous sommes, je le compare aussi aux États-Unis, on est vraiment très très en avance. Et on a des ingénieurs de pointe, des technologies de pointe. Alors on essaie de dupliquer ces modèles un peu partout, parce qu'on a une marque qui s'appelle De Richebourg, et si on est en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne, on doit avoir des standards. Donc on fonctionne à peu près de la même manière, mais en Europe. Alors on va découvrir, on va prendre un exemple, l'un des nouveaux sites que vous venez d'inaugurer, c'était mi-septembre à Bonneuil. Mais d'abord, je voudrais quand même vous poser la question de cette rubrique, prêt pour l'impact. Ça veut dire quoi pour vous le mot impact? L'impact, c'est ce qu'on va faire demain et comment on va pouvoir travailler et recycler pour ne pas polluer et surtout faire du bien à l'environnement. Pour nous, l'impact, c'est ça, c'est d'arriver à tout ce qui rentre sur nos sites, d'avoir 100% de valorisation. De les valoriser, à 100%. De transformer le déchet en valeur. C'est ça. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on s'y emploie avec tout notre service R&D, avec tous nos collaborateurs, que tous les entrants, toute la matière qui entre sur nos centres de recyclage, elle trouve un débouché et qu'on arrive à des taux de valorisation et de traitement de l'ordre de 100%. C'est-à-dire qu'un déchet... Ça. Oui, c'est possible. Oui, et puis nous, on fonctionne beaucoup en boucle. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, l'aluminium qu'on récupère sur les voitures d'usage, on le récupère, on a nos propres fonderies d'aluminium, on refait des lingots d'aluminium et ils repartent dans le secteur automobile. Parce que ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les constructeurs automobiles doivent mettre des matières recyclées dans leurs véhicules. Donc nous, ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est le déchet et on fait une matière première secondaire qui repart dans l'économie. Donc ça, c'est un fort impact. Avec donc ce site, alors là, on va parler de recyclage de produits ferreux, c'est ça? L'usine de Bonneuil. Le site de Bonneuil. Vous pouvez nous le présenter, ce site? Est-ce que quand on crée un nouveau site, j'imagine qu'on essaie de cocher un certain nombre de cases en matière d'efficacité, en matière d'efficacité environnementale, de bilan carbone, de consommation d'énergie, etc. Alors déjà, c'est une vitrine technologique, c'est un vrai bijou technologique. Donc ce site de Bonneuil, il est dédié au D3E, donc c'est tout ce qui est frigo et ballons d'eau chaude. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les ballons d'eau chaude, tout comme les frigos, vous avez des gaz fluorés qui sont très polluants. Et c'est ces choses-là, nous, qu'on va récupérer avant tout. C'est pour ça qu'on broie tout ça sous atmosphère confinée, c'est-à-dire c'est des boîtes où on broie tout, on récupère les gaz fluorés, donc le fréon pour les frigos, et on les met dans des bonbonnes, et après, ça s'est traité. Et là, il y a une réglementation maintenant qui évolue sur les ballons d'eau chaude, parce que sur les ballons d'eau chaude, vous avez aussi ces gaz fluorés. Vous avez la carcasse métallique, et à l'intérieur, vous avez une mousse. C'est ce qui fait isotherme pour garder la chaleur de votre ballon d'eau chaude. Et dans cette mousse-là, il y a énormément de gaz fluoré que nous, on récupère. Et donc, c'est une autre technique pour le récupérer. D'un côté, c'est deux choses liquide, de l'autre, c'est une mousse, c'est ça? Exactement. Donc, c'est deux technologies différentes. C'est pour ça avoir... Donc, ça veut dire que vous ne mélangez pas les frigos et les ballons d'eau chaude. Il y a une chaîne de recyclage qui est dédiée pour les réfrigérateurs et congélateurs et une chaîne qui est dédiée uniquement pour les ballons d'eau chaude. Donc, ça, c'est la réglementation aussi qui évolue. Avant, il n'y avait pas d'obligation de traiter ces ballons d'eau chaude. Maintenant, il y a une réglementation qui l'impose. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est l'un des premiers à le faire. Donc, on est au début
du traitement de cette filiale-là, de cette filière, et on va le dupliquer après partout en France. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est le fréon ou c'est le métal? Non, c'est le métal. Oui, clairement. Oui, oui. Sans Vous hésiter, savez que quoi. nous, le schéma économique de notre business plan, c'est on a des fournisseurs auxquels on achète la matière. Vous, si vous avez une vieille voiture, que vous nous l'apportez sur un de nos sites, on va vous la racheter au poids de la ferraille. Et après, on transforme, on prépare et on a des clients. Les clients, ce sont les sidérurgistes. Ouais. C'est eux, après, qui font tout le métier aussi du BTP. Donc, nous, c'est ça, notre modèle à nous. On est plutôt dans une période où, même si on essaie de réindustrialiser la France, on a plutôt des usines qui ferment. Vous ouvrez un site. Ça veut dire que le secteur se porte particulièrement bien? Alors nous, on est aussi sur des métiers de niche. Oui. C'est-à-dire qu'on va là où les autres ne vont pas forcément et où il y a une vraie valeur ajoutée, où on va pouvoir créer de l'emploi, parce que ce qui est important également, c'est la création d'emplois. Comme vous le disiez, Thomas, c'est des emplois qui sont non délocalisables partout en France. Et puis c'est des emplois après qu'on veut aussi garder dans le groupe, parce qu'ils ont la compétence, ils savent travailler, ils savent ce qu'on fait. Donc, on les fait évoluer. On parlera peut-être un peu de toute la RSE et ce qu'on fait aussi avec nos collaborateurs. On les fait évoluer. Il y a des plans de carrière parce qu'on veut aussi garder très longtemps. C'est pour ça qu'on a peu de turnover dans le groupe. Et donc, on reste sur l'activité de recyclage de l'acier et des métaux, parce que y a Bonneuil, je crois que vous venez d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros aussi dans le secteur à Lyon. À Lyon, on a un centre de recyclage qu'on a complètement refait pour 45 millions d'euros. Là, on a un projet d'affinerie de plomb à Rocancourt, donc à côté de Caen, et on va dupliquer aussi ces usines-là partout en France. Donc, c'est vrai. Et donc, je repose la question, c'est le secteur qui est en plein boom, c'est aussi de Richebourg qui réussit, évidemment, mais nous, les deux en même temps. Les deux en même temps, et nous, on a fait ce choix d'aller vers ces métiers-là. Parce que y a de la valeur ajoutée. C'est vrai qu'aussi, il faut toujours réfléchir à ce que ça va nous apporter. On fait un investissement important. On investit à peu près chaque année 200 millions d'euros dans tous nos outils de production. Donc, c'est quand même énorme. Et vous parliez de réglementation là, sur les gaz tout à l'heure, mais est-ce que c'est aussi la réglementation française ou européenne qui vous pousse à investir parce que le secteur est en train de se structurer? Alors après, c'est une obligation, donc notamment en France. Après, ça part aussi beaucoup de l'Europe, mais tous les pays européens ne fonctionnent pas tous de la même manière. C'est vrai qu'en France, on est les champions du monde de la réglementation, des contrôles, de l'administration. Donc tout ça, c'est très très lourd. Mais c'est vrai que pour être dans d'autres pays où nous sommes, c'est un peu moins strict, un peu moins ferme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on fait mal les choses. Alors, on a évoqué rapidement le secteur automobile, mais je voudrais qu'on y consacre un peu plus de temps dans ce grand entretien. Vous avez notamment signé un partenariat avec Volkswagen l'an dernier, 2024, pour intégrer au sein de votre réseau des centres de récupération des véhicules hors d'usage. C'est ce qu'on appelle des centres VHU, véhicules hors d'usage, où on accueille donc le véhicule, on fait un certificat de destruction et on commence la chaîne de dépollution et de traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule, quand il arrive sur un de nos sites, donc un de nos centres agréés VHU, on le dépollue à plus de 96%. C'est-à-dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a 96% du véhicule qui va être recyclé. Ok. Donc c'est énorme. On est dans des taux de traitement et l'objectif que je vous disais tout à l'heure pour nous, c'est d'atteindre le 100%. Même sur une voiture. Même sur une voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait de la voiture? On récupère les pneumatiques. Les pneumatiques deviennent des aires de jeu pour enfants. Quand vous allez dans les aires de jeu, vous voyez le côté un peu molletonné, ça c'est du pneumatique. Le verre devient du verre. Le pare-choc devient des bacs poubelles. Donc chaque matière du véhicule a une filière de traitement. Et les 4% qui restent, c'est ce qu'on appelle la matière inerte. C'est votre fauteuil, la mousse de votre fauteuil que vous changez jamais. Ça, pour l'instant, on ne sait pas C'est-à-dire que c'est très chimique. Ça accompagne toute la durée de vie du véhicule et le plafonnier aussi. Votre plafonnier, vous le lavez de temps en temps, Thomas, votre plafonnier? Non, donc jamais personne ne le lave. Et ce sont ces deux éléments, après, qui finissent soit en incinération, pour produire ou de la chaleur ou de l'électricité. Mais les plastiques, on discutait il y a peu de temps avec... alors, c'est plus Plastic Omnium, mais bon, j'ai encore le nom de l'entreprise, l'ancien nom de l'entreprise en tête, avec le DG de Plastic Omnium, qui disait qu'en fait, le plastique, c'est quand même un moyen de faire baisser
le poids des voitures et donc d'améliorer leur bilan, notamment pour les voitures électriques. Sauf que le plastique des voitures, il est 100% recyclable parce que souvent, ou alors il faut changer la conception de ces plastiques, et là vous discutez avec vos partenaires de l'industrie auto pour qu'ils soient plus recyclables qu'avant. Alors maintenant, c'est vrai que tout le secteur automobile pense recyclage avant production. C'est-à-dire comment on va pouvoir mettre ces nouveaux modèles sur le marché et comment, à la fin de vie, on va les recycler. Donc c'est vrai que maintenant, sur les nouveaux véhicules que vous achetez et qu'on achète tous, ils sont pratiquement, chaque matière auront des filières de traitement et surtout, c'est fait aussi avec des matières recyclées, de plus en plus. Et donc, là aussi, il y a une obligation légale pour les constructeurs auto. Oui. Parce qu'il faut qu'on arrive maintenant à tout ce qu'on produit, à pouvoir le recycler quand ça arrive en fin de vie. Donc on a un énorme projet aussi qu'on a fait, c'est sur la batterie électrique. Donc la batterie électrique, c'est tout nouveau, on est au balbutiement de cette filière de traitement. Donc on s'est associé, on a fait une société commune avec LG. LG qui est l'un des plus grands fabricants au monde de batteries électriques. Donc on a fait 50-50 et donc on va ensemble monter une usine en région parisienne où chacun va mettre à peu près 40 millions d'euros dans cette usine. Mais ça, on le fait pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Parce que pour le moment, il n'y a pas de standardisation de la voiture électrique. On entend tous les jours. Une voiture, elle fait 500 km, demain, elle fera 800, après-demain, 1000, après 1500. La voiture thermique, elle est faite et on sait comment la construire et la déconstruire et la valoriser. La voiture électrique, pour le moment, on ne sait pas. Alors, ce qu'on va faire avec LG, on va prendre toute cette black mass, apprendre. Vous savez, une black mass, c'est que du cobalt, c'est que des composants ultra chimiques que nous, on ne maîtrise pas, on ne sait pas faire. C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux et pour réfléchir à comment on va pouvoir standardiser une unité de valorisation et de traitement en région parisienne. Donc ça veut dire que c'est encore expérimental. Expérimental. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore de standardisation. Et à un moment donné... Donc c'est un pari que vous faites ou vous dites de toute façon, il va y avoir tellement de batteries électriques sur le marché que ce sera forcément porteur. Nous, il faut qu'on soit dedans. Nous, on est l'un des leaders sur le traitement des véhicules hors d'usage thermique. Il faut que demain, on soit l'un des leaders aussi sur le traitement de la batterie électrique. Donc ça, c'est un enjeu. Mais ça reste à inventer, c'est ce que je comprends. C'est ça. Ça reste en tout cas à construire et on va évoluer en même temps que tout ça évolue aussi. Je voudrais qu'on parle des biodéchets parce que c'est aussi... Alors là, on l'a tous, nous, vécu, on est en train de l'expérimenter dans nos villes. Il y a de nouvelles obligations pour les municipalités et donc pour les citoyens de trier les biodéchets. Ça a été un défi à relever. C'est encore un défi que vous relevez. Alors, déjà, c'est un défi de mettre en place toute cette organisation et cette filière de traitement. Après, c'est un défi aussi pour la population. Parce que déjà, on vous dit que l'emballage, c'est dans une poubelle, l'ordure ménagère, c'est dans une autre poubelle, et maintenant, il va falloir que vous trouviez une autre petite poubelle chez vous où vous allez mettre tout le bio-organique, ce qui n'est pas simple. Non. Et après, il va falloir aussi que vous le mettiez dans un bac adapté, spécifique pour ça. Et sur l'habitat parisien ou sur les centres urbains qui sont très denses, et dans toutes les cages où il y a les poubelles, il n'y a pas forcément la place. Donc sur Paris, il y a eu un système qui était très bien fait, c'est ce qu'on appelle les Trilib. Les Trilib, ce sont ces bornes, ces modules qu'on met dans la rue. Et là où on peut mettre et le verre et l'emballage. Et maintenant, il y a un nouveau petit bac pour le compostage. Donc on sort de chez soi avec son petit sac pour aller le mettre dans ce bac-là. Mais on est encore dans des volumes qui sont petits parce que tout le monde ne le fait pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que c'est aussi très contraignant. Mais tout ça, ça va rentrer aussi dans les mœurs. Les gens vont le faire parce que c'est une obligation. Par contre, pour la restauration collective, pour les professionnels, c'est obligé d'avoir un traitement de ces biodéchets. Là, je vous parle uniquement de la population. Oui. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? On les valorise. On les met dans des méthaniseurs et tout ça fait du gaz, de l'énergie. Donc là, on est pareil dans une boucle, puisque ça fermente et en fermentant, ça dégage du gaz et ça sert après pour alimenter de l'électricité. Alors, vous fournissez des méthaniseurs ou ça fait aussi partie de votre activité ? Non. Ça, c'est la seule chose qu'on ne fait pas. Nous, on fait du transport de matière. C'est-à-dire que la collecte d'ordures ménagères, on collecte les bacs et on les emmène d'un point A qui est votre habitation, jusqu'au centre de traitement. Vous pourriez devenir producteur d'énergie.
On pourrait, mais après, vous savez, il faut faire ce qu'on sait faire et ce qu'on maîtrise. C'est toujours très exotique de vouloir faire quelque chose qu'on fait pas. Ça donne toujours envie de faire quelque chose qu'on fait pas. Mais finalement, gardons notre compétence et notre savoir-faire et n'allons pas sur des terrains où d'autres le font parfaitement bien et nous, finalement, on aura très peu de valeur ajoutée à le faire puisqu'on ne le maîtrisera pas bien. Ce que j'entends là, depuis une vingtaine de minutes qu'on discute, c'est que c'est la part de l'innovation, de la R&D, de la recherche et développement dans votre activité. On pourrait se dire, bon, il s'agit de recycler des déchets, métaux ou organiques, bon, c'est pas si compliqué. Nous, non, ça innove en permanence. Nous, c'est des outils industriels. Donc, on travaille beaucoup avec nos fournisseurs. On réfléchit, comme je disais au début de l'interview, à avoir des taux de traitement et de valorisation qui soient proches de 100%. Pour arriver à ces 100%, je peux vous dire qu'il faut beaucoup transpirer. Faut réfléchir. C'est les 3-4 derniers pourcents qui sont les plus durs à récupérer. C'est comme dans un régime. Un régime, les premiers kilos, ils sont très faciles à perdre. Et les 3 derniers ou 4 derniers, c'est ceux qui vous feront craquer et vous reprenez tout le poids que vous avez perdu. Donc, on en est là. Mais par contre, nous, c'est notre objectif et on va le faire. Ah oui, ça c'est certain. Donc on investit beaucoup dans cette R&D, dans tout cet outil industriel qu'on modernise chaque année. Et puis on s'aide aussi beaucoup de nos collaborateurs qui ont des vraies visions aussi, de nos fournisseurs, de notre R&D. C'est vraiment un pool qui est très organisé dans le groupe. Alors parlons un peu justement de ce qu'on appelle la marque employeur et de la... de la qualité au travail. C'est ce S de RSE qui est évidemment très important. Quand on est un groupe de 5500, 6000 collaborateurs dans autant de pays différents, vous appliquez le même cursus, la même ambition partout, ou alors, finalement on s'adapte aux cultures, aux législations, etc. Alors déjà, comme vous dites, et c'est vrai, il y a une culture différente dans chaque pays. On n'est pas pareil au Mexique, qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Espagne, qu'en Italie. Chacun déjà a un mode de fonctionnement et une culture. Par contre, après, il y a la culture de l'entreprise. C'est un groupe familial. Et je pense vraiment que pour tous nos collaborateurs, de savoir que c'est une famille qui a la tête de ce groupe et qui travaille et qui est œuvrant et qui est là, déjà, ça rassure. Ce qui rassure aussi beaucoup, c'est de savoir que toute l'année, on a des projets. Toute l'année, on fait des acquisitions. Toute l'année, on développe. Et aussi, l'autre point qui est très important, c'est qu'on rentre dans le groupe en bas de l'échelle et on peut se retrouver président de filiale. Tous nos présidents... Il y a des exemples. Tous nos présidents de filiale. Ils sont rentrés... Ils n'étaient pas au poste qui sont là. Ils ont fait leur vie dans le groupe, mais ils sont devenus présidents. Donc vous voyez, quand vous avez des exemples très forts comme ça, ou dans votre filiale, vous avez votre propre président qui est issu de la base et d'en bas et qui devient président. C'est votre histoire familiale qui vous pousse aussi à développer ça. Et puis vous savez, moi j'ai envie de les garder tous. Déjà, j'y suis particulièrement attaché. Ils font tourner le groupe, parce que là, je discute avec vous, Thomas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 13 pays où nous sommes, ça travaille, ils portent tous le chasuble de Richebourg, et tous, ils travaillent. Donc moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est cette pyramide à l'envers. Je suis très respectueux de tous nos collaborateurs. Franchement, ils font un boulot remarquable, et c'est l'ADN du groupe. L'ADN, elle est là. Et je veux les faire évoluer. Dès l'instant où on a un peu d'ambition, qu'on est motivé, et qu'on veut grandir, chez nous, dans le groupe de Richebourg, c'est possible. C'est facile à prononcer dans toutes les langues de Richebourg ? Ouais, après, oui, on dit ça en France, oui, mais c'est vrai que vous allez en Espagne. Mais on retrouve toujours le nom. En Allemagne aussi, c'est avec l'accent, mais c'est oui, on retrouve toujours le nom de Richebourg. Parce que vous gardez le nom, de toute façon, partout, quel que soit le pays. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes sur cette... parce que finalement, on a employé le mot économie circulaire que quasiment une fois dans notre interview, alors que c'est vraiment le cœur de votre activité. Et moi, je le vois ici, elle se développe quand même de plus en plus et elle rentre dans la grille d'analyse et dans la stratégie de plus en plus de secteurs d'activité. Vous le ressentez, ça ? C'est-à-dire des secteurs ou des entreprises qui n'étaient peut-être pas forcément concernés par cette logique d'économie circulaire et qui s'y mettent ? Oui, totalement. Et aussi les collaborateurs. Maintenant, les collaborateurs, ils deviennent très green, très verts, très engagés. Tous. Et quand on fait des recrutements, puisque ça nous arrive quand même de prendre des gens de l'extérieur, ils nous demandent quels sont les plans de progression, qu'est-ce que vous avez comme projet. Donc déjà, les collaborateurs, ils sont très, très, très investis dans tout ce développement-là. Et puis après, l'économie de tout ça, on le voit partout. Il y a des boucles. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des boucles sur tous les sujets. Donc, il y a les déchets du BTP. Il y a maintenant les vêtements de travail, les vêtements qu'on récupère. Ça, c'est pas notre métier. Mais c'est des filiales. Maintenant, on crée des REP, des responsabilités élargies aux producteurs. Voilà. Où, maintenant, on met sur le marché et comment on va le traiter et quelle est la filiale pour former à chaque fois des boucles. Nous, on a 2 grosses boucles. C'est l'aluminium et le plomb. Et puis, demain, on aura, j'espère, la batterie électrique. Donc, on aura les 3 grandes boucles du groupe.
Après, ce qui est Dernier important dans notre impact, c'est le transport fluvial. Et pareil, c'est aussi comme on a 5 millions de tonnes chaque année, c'est d'arriver à aller chez nos clients sans le moins possible sur la route, possible, le moins possible sur la route. Et donc, on fait 40% de toutes les tonnes qu'on produit qui sont par voie fluviale et par voie rail. Et on travaille avec tous nos transporteurs. On leur demande aussi d'avoir des plans d'action pour être green, pour être éco-responsable, pour qu'on ait un bilan carbone qui soit positif et favorable. Merci beaucoup Thomas de Richebourg et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci encore d'être venu sur ce plateau. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.